Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, les concours enseignants attirent moins, les démissions augmentent. Le plus beau métier du monde l'est-il encore? Plus vraiment, selon William Lafleur, il est l'invité du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actualité anniversaire et programmes d'histoire aujourd'hui. Il y a des images qui passent directement de la une des journaux au manuel d'histoire. C'est le cas de la poignée de main entre Yasser Arafat et Yitzhak Rabin à Washington. C'était un 13 septembre, il y a tout juste 30 ans. L'heure de la récré, toujours avec Cécile Fournier, ambiance Barbie et Ken, avec cette école de pom-pom girls and boys près de Toulouse. Et puis l'heure de la récré, toujours avec Cécile, je viens d'en parler. Et conseil de famille également, en fin d'émission, avec Candice Anzel au menu, les devoirs à la maison, ce que l'on dit interdit depuis 1956. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Néanmoins, vous n'y couperez pas et Candice a de bons trucs pour y survivre. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Longtemps, il en a ri de la vie d'enseignant, des cocasseries administratives, des trouvailles improbables des parents et des élèves. Il en a fait profiter plus de 440 000 personnes sur son compte Twitter intitulé Monsieur le Prof, jusqu'au jour où ça ne l'a plus fait rire du tout, même jaune. Alors il a décidé de quitter l'éducation nationale, non sans laisser un testament professionnel de plus de 400 pages qui vient de sortir chez Flammarion sous le titre L'ex plus beau métier du monde. Monsieur le Prof, William Lafleur, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. À travers vous, et c'est une des grandes richesses de ce livre, plus de 2000 enseignants témoignent. C'est ça. C'est quand Flammarion m'a proposé d'écrire un livre suite à mon annonce de ma démission, je me suis dit, raconter mon histoire à moi, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Je préfère utiliser cet ouvrage comme une sorte de porte-voix pour l'ensemble de la communauté éducative. Et donc voilà, on a des témoignages. Vous lancez une sorte de sondage grâce à votre audience extraordinaire sur les réseaux sociaux. Mais en quelques jours, vous avez déjà 1500 témoignages. C'est ça, oui. J'ai fait ça sur Facebook en plein milieu de l'été en me disant personne ne répond, les gens ont mieux à faire. Et ouais, en 24 heures, j'avais 1000 témoignages. Ce qui montre vraiment que les collègues avaient un désir de témoigner, de se faire entendre et de se saisir de ce porte-voix que je leur offrais. Qu'est-ce que vous avez, on va évidemment parler du bouquin, mais qu'est-ce que vous avez appris que vous ignoriez en recevant, découvrant ces témoignages? Parce qu'on discute en salle des profs, on discute avec les collègues, vous avez une visibilité médiatique, donc vous vous rencontrez aussi, mais là, c'est quand même autre chose. Ouais, je crois que ce qui m'a étonné, c'est l'étendue des dégâts, en fait. Le côté où c'est pas des profs qui détestent leur métier qui m'ont écrit, c'est au contraire qui ont un amour très profond pour le métier, mais qui n'en peuvent plus. Qui sont vraiment... et qu'on a l'impression qu'ils sont poussés vers la sortie. C'est terrible en fait de lire ça, moi, pour être honnête, ça m'a un peu déprimé, parce que j'ai reçu donc 2400 témoignages, je les ai tous lus. J'étais pas serein à la fin, je me disais bon ok, je fais bien de démissionner. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est ces collègues qui font une reconversion et qui disent démissionner a été le meilleur choix de ma vie. J'ai bien fait de sauver ma peau. On va en reparler. L'éducation nationale telle que vous la décrivez, c'est un peu le royaume de l'injonction paradoxale. Il y a deux mots qui vous irritent tout particulièrement, confiance et bienveillance. Oui. L'école de la confiance, donc cette fameuse réforme de l'école. C'était le titre de la loi de Jean-Michel Blanquer. C'est ça, loi Blanquer, pour une école de la confiance. Et le premier article, c'est museler les profs avec ce fameux devoir de réserve. C'est quand même, si on nous fait confiance, laissez-nous parler, non? Et on remarque confiance pour vous taire. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai été en contact avec plein de journalistes et ils me font part de leurs difficultés à trouver des enseignants qui témoignent à visage découvert. Mais c'est terrible. Et l'autre, c'est la bienveillance, la sacro-sainte bienveillance. Qu'on doit aux élèves, il faut être bienveillant, les accompagner. D'ailleurs, Candice, tout à l'heure, dans les conseils qu'elle donne, elle dira que c'est plutôt sympa la bienveillance. Non, mais j'ai rien contre la bienveillance. Moi, je trouve ça bien, effectivement, d'encourager les élèves, il n'y a pas de souci. Mais quand cette bienveillance se transforme en sorte de mensonge, où on nous pousse à surnoter les élèves, où on a des barèmes atterrants sur... moi, je l'ai vu en anglais pour le bac, où on donne la moyenne à tout le monde. Il suffit de baragouiner 3 mots en anglais et c'est bon. C'est pas de la bienveillance. Non, vous n'écoutez pas du tout les élèves, vous bossez votre anglais. C'est pas du tout sûr d'avoir la moyenne. Vous ne l'écoutez pas. C'est un comédien. C'est un influenceur sur les réseaux sociaux. Non, mais oui, moi, j'avais des difficultés parce qu'on a un barème très précis et c'est si l'élève essaye de se faire comprendre, on lui met une grande partie des points. Je trouve ça atterrant. Et donc, cette bienveillance... Ça ronge l'enseignement. L'autorité de l'enseignant, autorité n'étant pas autoritariste, mais simplement le fait de pouvoir instaurer une relation je trouve que c'est pas un service qu'on rend aux élèves quand on leur fait croire qu'ils sont bons alors qu'ils sont médiocres. Voilà. Une rupture également abyssale entre d'un côté les enseignants, de l'autre l'administration. Alors quand je dis administration, c'est au sens large du terme. Il y a quelques chefs d'établissement qui prennent cher dans le bouquin, quelques inspecteurs et inspectrices aussi.
Un management que vous qualifiez de nocif, quand même. Ben oui, reparlons de bienveillance. Ouais. J'ai été inspecté il y a quelques mois, alors que j'avais annoncé ma démission. Mon inspecteur, la première chose que je lui dis, et donc je fais mon cours, ensuite on a notre entretien, et la première chose que je lui dis, c'est « je souhaite quitter l'éducation nationale ». Qu'est-ce qu'il me dit ? Bon débarras. Non, presque. Il me dit, c'est même pas sûr que votre démission soit acceptée. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ? Parce que vous demandez une rupture conventionnelle, je le précise. C'est ça. Et ça, il faut l'accord du... Même pour la démission. Ouais. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Plutôt que de s'intéresser aux raisons de ma démission, d'essayer de comprendre, je suis un enseignant depuis 12 ans, non, il démolit mon cours. Il démolit mon cours et il me donne des conseils pour m'améliorer. Mais je ne serai plus là dans 6 mois. Donc vraiment, il avait une volonté de m'écraser. Et ça, c'est ce qu'on ressent dans l'inspection. Oui. Vous n'êtes pas resté. Même pas peur. Même pas mal. Je veux dire, en fait, ça m'a conforté dans mon choix. Je me suis dit, si c'est ça l'éducation, si c'est ça leur bienveillance. Vous avez des collègues qui racontent des scènes d'inspection assez croquignolettes également dans le bouquin. Ouais. Une idée qui revient également beaucoup sous la plume des 2000 enseignants. Alors, vous ne citez pas les 2000, mais il y en a quand même énormément dans le bouquin. On est corvéable à merci. Ouais. Ben c'est ça, on nous ajoute sans cesse des missions et parfois des missions absurdes. Donc moi là, après 12 ans d'enseignement, j'étais toujours TZR, donc c'est-à-dire titulaire sur zone de remplacement. C'est ça, donc c'est-à-dire j'ai mon CAPES, j'ai beaucoup d'expérience. Et malgré tout, là cette année j'habitais à Toulouse, j'étais envoyé à 90 km de Toulouse. Ça fait la route, ça fait plus d'1 heure de route, ça fait de l'essence. Ça fait de l'essence, bien sûr. Et quelqu'un dans cette ville était lui envoyé à Toulouse. Mais on marche sur la tête, quoi. Enfin, c'est... Donc voilà, ça c'est... Il y a un sponsoring de la Fondation Total Énergie, vous saviez pas ça ? Oui, c'est ce que je veux dire, parce que j'en ai donné de l'essence. Hein. Vous n'aurez qu'à faire du coloriage et du découpage, c'est ce que dit à un moment donné un de vos collègues, un principal, un enseignant qui l'envoie en SECPA. On en parle régulièrement ici des SECPA, les sections d'enseignement général et professionnel adapté, qui accueillent des élèves en grande difficulté. Voilà, autre exemple de ces propos, pas forcément très bienveillants. Non. On continue à parler avec vous, William Lafleur, de l'ex plus beau métier du monde. C'est le titre du livre que vous publiez en cette rentrée chez Flammarion. Ce sera juste après l'anti-sèche, si vous voulez bien. Cécile Fournier pour l'Anti-Sèche. Cécile, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je pense que tout le monde se souvient de cette image devenue célébrissime de Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrant la main. Elle date du 13 septembre 1993. J'avoue que, comme on avait dit, on le 13, c'est 30 ans déjà. Ouais. Et c'est ça dont vous nous parlez aujourd'hui, image qui est entrée dans les manuels d'histoire quasiment le lendemain du jour où elle a été prise. En fait, c'est un moment historique. Je rappelle juste que c'est Israël représenté ici par son Premier ministre Yitzhak Rabin et l'Organisation de libération de la Palestine présidée par Yasser Arafat font la paix. Après 45 ans de conflit, c'est pas rien. C'est ce qu'on peut appeler là un geste très fort. C'est pour ça que c'est resté dans l'histoire. Photo prise à Washington, mais qui est le résultat de mois de tractations qui se sont passés ailleurs. D'ailleurs, c'est plutôt sous l'autre nom qu'on se souvient de ces accords. Oui, en fait, ces accords s'appellent les accords d'Oslo, parce qu'effectivement, on voit la photo avec Bill Clinton, tout ça, mais il y a 3000 personnes qui sont réunies ce jour-là. Enfin, c'est historique, mais il y a eu des mois de tractation, vous l'avez dit, à Oslo, en Norvège, en secret. Personne ne savait ce qui se passait. Et c'est pour ça que ça s'appelle donc les accords d'Oslo. Et on aboutit à cette poignée de main et à cet accord. Que dit-il et que disent-ils d'ailleurs ces accords d'Oslo ? Je vais essayer d'être très en résumé, bien sûr. C'est très compliqué. En fait, c'est sur le nœud du problème qui les occupe depuis 45 ans, à savoir la reconnaissance par Israël de l'autorité palestinienne. Alors, petit rappel, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, nous sommes en 1947, le plan de partage de la Palestine, imaginé par l'ONU, prévoit la création de 2 États, un juif, un palestinien. Évidemment, ça ne va pas du tout se passer comme ça. Chacun, encore une fois, c'est très caricatural. Je ne rentre pas tout à fait dans le détail. Ça va déboucher sur des conflits, chacun essayant de récupérer une partie de l'autre. Voilà. Et donc, les accords d'Oslo devaient arriver là pour consolider les frontières, assurer une paix. Et à terme, ça devait aussi aboutir à la création de ce qu'on appelle d'un État palestinien indépendant. Donc ça, c'est très, très fort. Et ils avaient tout ça, 5 ans pour arriver à tout ça. Et 30 ans après, on sait que ça n'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé. Il n'y a pas beaucoup de suspense. Alors, au début, en 94, ça c'est aussi un moment important, Yitzhak Rabin, Yasser Arafat et Shimon Peres, qui est alors ministre des Affaires étrangères d'Israël, sont nommés prix Nobel de la paix. Voilà, donc c'est pour montrer, c'est un geste fort pour montrer qu'on croit en cet accord. Oui, mais en fait non. En septembre 1995, ils signent un autre accord qui s'appelle Oslo II. À Washington cette fois. À Washington, sur l'extension de l'autonomie en Cisjordanie. Mais en fait, il y a eu une série d'attentats qui va être perpétrés de chaque côté par des juifs ultras, soit par le Hamas palestinien. Voilà, encore une fois, c'est très caricatural. Oui, c'est les ultras de part et d'autre qui se mobilisent. Non, mais on peut le dire comme ça. Voilà, ça s'est passé. C'est quand même ça l'histoire. Et puis le moment vraiment qui va faire tout basculer, évidemment, c'est l'assassinat d'Yitzhak Rabin le 4 novembre 1995 par un juif religieux d'extrême droite.
Et là, on va avoir du mal à ressortir là-dedans. Alors, il faut attendre juillet 2013 pour que de nouveaux accords arrivent. Mais tout de suite, ça ne marche pas. Voilà. Et puis, il faut savoir que Benjamin Netanyahou, qui succède à Isaac Rabin et qui est encore aujourd'hui au pouvoir, il est revenu. Il n'en veut pas de l'État palestinien. Il n'en veut pas. Il en veut pas. D'une façon ou d'une autre. Non. Et il n'y a jamais eu, depuis 30 ans, depuis Oslo, des tentatives aussi convaincantes et fortes pour faire la paix. Non, pas du tout. Ça reste extrêmement tendu, il faut le rappeler. Cet été encore, il y a eu l'armée israélienne a fait un assaut à Jenin, en Cisjordanie, qui a fait 12 morts. Il y a eu un attentat à la voiture bélier à Tel Aviv par représailles qui avait fait 7 blessés. Le lendemain, ça n'arrive pas. C'est ce cycle terrible de la violence en Israël. Dans ce contexte moyen-oriental explosif, merci beaucoup pour cette anti-sèche. Respirez. Oui, un sujet dur. Mais ouais, c'est un sujet dur. Hein. Bon, on va faire une récré pom-pom girl tout à l'heure, ça ira mieux? Oui, ça ira mieux. Ok, super. On va aller avec monsieur le prof. Grand oral. Dans une salle des profs aujourd'hui, ce que l'on entend le plus, ce sont des soupirs d'épuisement et de lassitude. Le sujet premier, c'est celui de la reconversion, écrit William Lafleur dans L'ex plus beau métier du monde. Vous venez de passer à l'acte. On se sent comment d'ailleurs? C'est un peu vertigineux ou c'est... je respire? Je respire. Je respire, ça fait du bien en fait. Là, j'ai passé pour la première fois un été où je ne pensais pas à l'année suivante, au cours à préparer, etc. Mais ça fait du bien, ouais. Une déconnexion totale. Vous avez fait quoi alors? Tu te paumé? J'ai beaucoup lu. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas permis comme ça de lire, de me plonger dans des bouquins. Des vraies vacances en somme. Ouais, c'est cool. Pas des vacances de prof. Dans les pages drôles du bouquin, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, il y a un certain nombre de passages sur la formation. Alors notamment, vous dites qu'on se raconte les années d'Inspé. Alors d'Inspé ou d'IUFM ou d'ESP selon l'âge qu'on a. Mais enfin bref, l'endroit où on a appris à devenir prof. Comment on se racontait le service militaire dans le temps. Et alors vous, quand même... Des exercices où les étudiants doivent se lancer des balles imaginaires en criant leur prénom pour faire connaissance. Des ateliers de construction d'échafaudage avec des spaghettis crus, du scotch et des chamallows pour apprendre à travailler en groupe, etc. Tout ça, c'est du certifié vrai. C'est pas de la fake news de personnes qui veulent nous dire que l'éducation nationale, ça va pas bien. Pas du tout. Et moi, ce que j'ai trouvé aberrant sur cette histoire de spaghettis crus et de chamallows, c'est que... Ah, ça, vous l'avez vécu vous en plus? Oui, quand je le raconte, moi je me dis, ça va faire marrer les collègues, ils vont se dire, c'est incroyable ce truc. Et ils me disent, ah, mais tu l'as eu toi aussi? C'est pas possible, mais... c'est quoi les spaghettis crus et les chamallows? Mais donc le but c'est de faire une sorte de tour avec, et c'est très complexe, et donc il faut réussir à travailler. Cécile qui s'implique. Vous avez déjà essayé, vous? Non, je vais. Ah, ben essayez. Ouais. Ah non. Ah ouais. Et il y en a qui me disent, mais moi j'ai fait ça il y a 10 ans, il y a 20 ans, enfin, ok. Très bien. Et le but, c'est quoi? C'est de collaborer avec votre C'est ça, de créer de la communication. Mais je me dis, mais pendant ce temps, nous, en fait, quand on est en formation de prof, quand on débute, on a des besoins, mais immenses. Ouais. Et aussi un truc un peu cocasse, mais vrai. C'est ça que j'entends depuis 30 ans. Je sais ce que vous allez dire. Dites-le. La préparation pour les premiers cours. Qui a lieu 3 semaines ou un mois après le... Voilà. Comment préparer son premier cours? On me le dit fin septembre. Super. Merci. Et on se dit c'est une blague, mais pareil pour les conseils de classe. Mais ça, c'est un running gag, parce que ça fait quelques années que je suis des questions d'éducation. Super longtemps que je l'entends, celle-là. C'est fou. C'est fou. Magouilles et Kuba sont légion dans l'éducation nationale. Le grand classique, c'est de faire signer aux jeunes collègues remplaçants un arrêté d'affectation antidaté afin de ne pas payer les primes qui leur seraient dues. Ça, vous avez vécu aussi? Première année. On m'avait prévenu, fort heureusement. Quand on est TZR, quand on est en remplacement court, c'est-à-dire un remplacement court, c'est dès un jour après la rentrée. C'est-à-dire on ne fait pas une année complète, on a le droit à une prime de transport, ce qu'on appelle les ISSR. Et sauf que sur mon arrêté d'affectation, c'était la date du 1er septembre qui était écrite. Alors que moi j'ai embauché 15 jours après. Il y avait vraiment... et donc j'ai dû faire corriger, mais ça c'est très fréquent parce que c'est des économies de plusieurs milliers d'euros pour l'éducation nationale multipliées par le nombre d'enseignants. C'est de la bienveillance, ça? Ouais, terrible. La solidarité de salle des profs, c'est un mythe? Il n'y a pas d'entraide? Ou alors c'est l'impression que j'ai en vous lisant et en écoutant certains de vos collègues, hyper hétérogène? Oui, ça dépend vraiment des établissements où on va tomber. S'il y a une bonne ambiance, si, parce que je pense que celui qui donne le là, c'est le chef d'établissement. Le chef d'établissement peut tout à fait diviser les personnels et parfois il ne s'en prive pas. J'ai eu l'exemple, j'ai parlé avec des collègues avec qui j'ai enseigné pendant des années. Ils m'ont dit que leur chef d'établissement avait complètement vrillé. Il leur avait dit... il leur a montré une vidéo, réunion de rentrée, où il a passé deux extraits vidéo. Le premier, c'était « C'est le temps de l'amour ». Okay. Il a dit « L'année, ça peut être ça ». Et ensuite, il a passé une vidéo de Gladiator, le gars qui rentre et qui charcute tous ses ennemis. Il a dit « Ça peut être ça aussi ». Donc, choisissez votre camp.
Ça, c'est Mais alors évidemment, là on se regarde, on se dit mais ok, et donc il y a ceux qui vont Il avait prêter pas, vous savez, mais moi je sais, c'est qu'il n'avait pas fait le truc avec Spaghetti Chamallow. Si seulement il avait fait ça. Ça aurait tout changé. Et donc, en créant cette division, il y a ceux qui sont avec moi, le chef d'établissement, Ouais, on et les avait autres. compris. Et ben voilà, il y en a qui vont avoir des bons emplois du temps, il y en a qui vont avoir des heures sup. Donc ouais, l'idée de cette profession corporatiste où on est tous main dans la main, je pense qu'elle est un peu datée. Management nocif, écrivez-vous, je le disais déjà. Et les élèves, il y a beaucoup de vos collègues qui disent, pas forcément dans le bouquin d'ailleurs, qu'ils tiennent grâce aux élèves, pour les élèves. C'est une légende urbaine, une façon de se rassurer, de donner une sensation au quotidien, ou quand même, il y a un lien particulier? Oui, non, alors il y a un peu de ça peut-être, mais il y a aussi, c'est vrai en fait, on les aime nos élèves, on est là pour eux, on se donne pour eux, et donc il y a des moments où quand on n'en peut plus, on songe peut-être même, ne serait-ce qu'à se mettre demander un arrêt maladie à un médecin. Quand on est malade, on se dit, non, je peux pas leur faire ça aux élèves. En fait, je vais aller au boulot en étant malade, en prenant le risque peut-être de les contaminer, parce qu'ils peuvent pas faire des heures, parce que c'est déjà assez compliqué. Mais en fait, il faut aussi penser à soi, parce que ces sacrifices qu'on fait, on n'est jamais récompensé et on n'est pas irremplaçable. Donc, ouais, on tient pour les élèves. Et parfois, moi, quand je dis que je démissionne, je reçois des commentaires de gens qui me disent, mais vous n'avez pas honte d'abandonner vos élèves? Il y a cette culpabilisation qui est là. Je pense qu'il faut. Mais là, vous n'avez pas été sympa, c'était les accrocher avec une laisse à un arbre à station-service cet été-là, parce que ça, vous ne l'avez pas raconté. Il a déjà publié, point final, c'est Michel Lafonté en 2016, Monsieur le prof, chez Flammarion, même année, Éthique et responsable, Flammarion 2018, Le Hussard Noir avec Marie Pellan, Flammarion 2019, le petit dernier, c'est l'ex plus beau métier du monde, Flammarion, toujours, et ça vient de sortir en trou William Lafleur juste après la récré. Cécile, on se retrouve pour la récré. C'est plus détendant que sur l'anti-sèche. Ouais. Les cours de théâtre, de poterie, de danse, tout ça je connaissais, désormais de chamallow avec les spaghettis. Mais on peut aussi apprendre à être pom-pom girl ou pom-pom. Vous avez ça parce qu'il y a un prof d'anglais, vous avez dit que c'est une tradition anglo-saxonne. Non, mais on peut même être pom-pom boy, figurez-vous. Si vous avez plus de 18 ans, est-ce que vous avez plus de 18 ans? Non, j'ai pas plus de 18 ans. Moi. Ah, vous pouvez pas alors? Non. Mais bon. Mais si je voulais, je m'inscris où? Alors, vous pouvez vous inscrire, il y a une nouvelle école qui vient d'ouvrir à Toulouse récemment. Ah bah alors, c'est chez vous? Exactement. En fait, c'est lui, il s'est reconverti en prof, en pom-pom prof. C'est peut-être. C'est ça que j'allais vous demander, vous faites quoi aujourd'hui maintenant? Pom-pom boy. C'est parti. Donc il y a une école de pom-pom girl qui s'appelle la Chaîne Academy qui a ouvert à Toulouse et récemment, donc près de à Blagnac, près de Toulouse. D'accord, et si je suis pas à Toulouse Ah ben il y en a d'autres. Ah bon, d'accord. Il y en a à Montpellier, il y en a à Annecy, à Bordeaux, à Lyon, aussi en Guyane d'ailleurs, donc il y en a un peu partout en D'accord. France. Et on apprend quoi dans ces écoles? On fait des acrobaties? Alors là, Emmanuel, vous êtes en train de commettre une grave erreur, vous confondez pom-pom girl et cheerleader. La honte. Oui, la honte. Shame on me. Shame on you. En fait, mais bon, je me suis fait taper sur les doigts parce que j'avais confondu aussi. Donc les cheerleaders, elles font comme vous dites des acrobaties, etc. Bah oui, c'est ça, elles font des trucs assez voilà. Mais les impressionnants. pom-pom girls, elles dansent, ou ils dansent, soyons pas sexistes, avec des pompons. Et il y a quelques petites portées, etc. Mais c'est plutôt juste ça. Juste ça. Faut être très sportif ou je peux y arriver? Alors, j'aurais bien de vous demander de démonstration, mais on le fera. Non, évidemment. vous n'allez pas. Non, en fait, d'après la fondatrice de China Clinic, qui s'appelle Megan Cassabian, que j'ai eu au téléphone, elle m'a dit non, c'est un peu cardio, mais il n'y a pas besoin d'être très souple. Mais elle fait le grand écart, cette dame. Qu'est-ce que c'est? Faut pas être sportif à part ça. Mais c'est la prof. Ah oui, d'accord. Bon, bref. Okay. Oui, c'est vrai que je fais le grand écart. Mais elle a dit qu'il ne fallait pas être très souple. Alors, les cours, c'est 2 fois par semaine à raison de 2 heures par cours. Et vous pouvez même vous produire le week-end. Vous pouvez être appelé à participer à des événements pour vous produire le week-end. Génial, c'est pour tous les âges? Alors, elle m'a dit qu'il y avait des filles de 19 à 42 ans. D'accord, des filles. Quoi? Surtout des filles quand même. Bah ouais, surtout des filles, je vais le dire, parce qu'il n'y a pas beaucoup de messieurs. Alors, en préparant cette chronique, j'ai appris un truc assez marrant. Vous savez qui a été cheerleader? Alors, pas pom-pom boy, parce que c'est pas pareil du tout, je vous explique. Ah là là, la voilà. Non, je sais pas. Ouais. Eh ben, Ronald Reagan a été cheerleader. Ah ouais, quand il a été élu président, vous êtes... Avant d'être élu président, évidemment. Quand il était petit. Voilà. Plus jeune. Ah bah, comme quoi, ça mène à tout. Voilà, exactement. Génial, merci beaucoup. Je vous en prie. Vous auriez pu mettre ça dans vos cours de civilisation. Ah bah. Vous le mettiez peut-être. C'est intéressant. Non, ouais, on peut faire des cours effectivement sur les cultures, parce que ça c'est directement importé de la culture bien sûr. américaine. Ça peut être l'objet d'un cours. Ouais. Mister le prof, grand oral.
À l'origine, j'ai créé un compte sur Twitter afin de raconter avec humour et décalage des moments de la vie de prof. Entre élèves roublards, photocopieuses récalcitrantes et collègues hauts en couleur, j'avais une tonne d'histoires drôles à partager, extrait du livre de William Lafleur qui n'a plus du tout envie de rire et qu'il fait savoir. Il y a un nouveau ministre depuis pas très longtemps. Vous avez plus le truc de l'article 1, là, tout ça, devoir de réserve. Profitez-en, les 3 mesures à prendre, là, urgemment, pour redonner un peu le moral aux enseignants et rendre le métier attractif. Moi, en tant que ministre. Ouais, qu'est-ce que vous feriez là? Qu'est-ce que je ferais? Ah bah frites à la cantine pour tous, évidemment. C'est du beau. Par ça. Moi, c'est vraiment très basique et ça paraît caricatural, mais j'aimerais bien écouter les professeurs. C'est ce que j'ai fait en fait dans ce livre. C'est quels sont vos besoins? Là, on a un Gabriel Attal qui fait sa rentrée en grande pompe, avec son obsession pour comment les jeunes filles s'habillent. Bon, est-ce que c'est vraiment la priorité? Je ne sais pas. Là, moi, quand j'en parle aux collègues, ils disent la priorité, c'est les effectifs, c'est bien accueillir les élèves en situation de handicap, c'est le salaire des profs, mais aussi de la communauté éducative en général, des AESH qui sont payés sous le seuil de pauvreté. Qui sont ces personnels si indispensables qui aident les enfants en situation de handicap. C'est ça. Ils ne sont pas assez nombreux, souvent pas assez formés et probablement mal payés. Exactement. Si je résume. Oui, c'est ça. Et on se dit, mais et ça, Attal, il est où en ce moment pour parler de tout ça? Revalorisation salariale, respect et moyens sur la façon dont les jeunes filles s'habillent. Je crois qu'il y a une danse de la laïcité à l'INSPE. C'est ça. Après les chamallows. Et vous l'avez faite la danse? Non, ça c'est un collègue qui me l'a raconté. Ils lui ont demandé de danser la laïcité. Mais c'est infantilisant en fait. Et qu'est-ce que ça apporte à l'enseignant? Et en plus, comment on fait? Ah oui, que c'est plus facile. On veut les images. Non, mais oui, que c'est plus facile d'interdire la baïa. Revalorisation salariale, respect et moyens. C'est les 3, vous dites piliers, les 3 revendications qui sont claires et nettes, je vous cite. Vous avez reçu des témoignages d'enseignants du privé? Oui, mais même il y en a là. D'accord. En fait, j'ai pas voulu mettre en Vous n'avez pas trié, c'est ça, voilà, je me demandais. Public, privé, parce qu'en fait, leurs problématiques sont à peu près les mêmes. Même sur les questions salariales, sur les moyens. On s'imagine que le privé, c'est incroyable, tout est parfait. Non, c'est la même chose. Il y a beaucoup de vos critiques dans le bouquin qui portent sur la façon dont le système est géré, managé. Il n'y a pas moyen de faire le dos rond dans sa classe et finalement de se concentrer là-dessus. On avait accueilli l'année dernière Maragoyer qui fait des bouquins régulièrement et qui disait d'une certaine façon, voilà, maintenant moi je suis dans ma classe et elle professait une forme d'indifférence envers tout ça. C'est un peu ce qu'on fait. C'est ça. En fait, on encaisse. Jusqu'au jour où on n'y arrive plus. Quoi. Oui, c'est ça. C'est que, en fait, quand chaque année on vous dit il y aura un élève de plus, 1 ou 2 élèves de plus, il y a une nouvelle réforme, il faut changer les programmes, on n'a pas de sous pour les nouveaux manuels, on va plus faire de sorties parce qu'on n'a plus d'argent. On peut se dire, allez, j'accepte. Mais jusqu'où? Et il y a un moment où on finit par craquer, c'est ce qui arrive. C'est ce qui est arrivé. Il y a des problèmes qui semblent absolument insolubles, que vous décrivez aussi, comme l'envahissement de la vie perso par la vie pro. Vous parliez des vacances il y a quelques instants, mais on travaille beaucoup chez soi. Désormais, avec le numérique, c'est carrément nos limites. Il y a une pronotisation du métier, dites-vous, comme du nom de Pronote, cette plateforme de communication entre élèves et famille et école. En gros, avant l'outil de communication, c'était le carnet de liaison. Les parents se rendaient dans l'établissement pour discuter avec les enseignants. Maintenant, donc, il y a Pronote dans 80% des établissements scolaires. Et donc, Pronote, c'est une application que les parents élèves ont sur leur téléphone. Et ils peuvent très bien passer de WhatsApp, Facebook à discuter avec leurs amis et hop, ils nous envoient un message. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est ce côté immédiat. Maintenant, on est dans l'immédiat. Et puis à toute heure aussi. Ouais, c'est ça. Là, l'élève a une mauvaise note, elle apparaît directement sur Pronote, le parent a une notification. Qu'est-ce qu'il va faire? Directement, il peut envoyer un message plutôt que de prendre le temps de réfléchir, de discuter. Et donc, on va avoir des messages ahurissants, parfois insultants, violents, et qui réclame évidemment de changer la note parce que c'est de l'acharnement contre les enfants. Évidemment. Moi, ça m'est arrivé de faire ça, mais uniquement pour les devoirs que j'avais fait moi. Si c'était à refaire, vous choisiriez directement un autre métier? Alors, ça dépend. Si c'était à refaire comment? Dans les conditions d'exercice d'il y a 2 ans. Il y a plein de collègues qui m'écrivent pour me demander est-ce que ça vaut le coup de devenir prof? Moi, cet ouvrage, il n'est pas là pour dégoûter les jeunes du métier. Non, il ne dit pas non plus. Non, c'est pour les informer. Moi, effectivement, si j'avais su qu'au bout de 12 ans de carrière, je n'aurais pas de poste fixe, que je ne pourrais pas avoir un salaire qui me semble suffisant, peut-être que je me serais lancé dans autre chose. Mais après, je ne regrette en rien mes choix. J'ai passé d'excellents moments d'enseignement. Je ne crache pas sur le métier. Vous donniez beaucoup de devoirs à la maison? Plus que je n'aurais dû, ouais. Ok, on va en parler avec Conseil de famille, Candice Anzel, dans quelques instants. Cécile, merci beaucoup. Conseil de famille, Candice.
Conseil de famille, je vais arrêter de dire que c'est un nouveau rendez-vous parce que vous commencez à prendre l'habitude. Candice, bonjour. Bonjour. C'est quand même un nouveau rendez-vous et grand rendez-vous cette année autour de la parentalité avec Candice Anzel. Les parents qui demandent et redemandent des devoirs à la maison alors qu'ils galèrent, des enseignants qui continuent d'en donner alors qu'ils n'ont pas, pas le droit. C'est plus compliqué que ça. C'est le travail écrit à l'école primaire qui effectivement depuis 1956 est théoriquement interdit. Mais peut-être que... S'ils savaient ça, je pense qu'ils ne les feraient plus. Hein. Et ouais, non mais c'est ça. C'est certain. Et pourtant, ça fait 67 ans quand même que parents et enfants continuent chaque soir de se prendre la tête et essayent, tant bien que mal, de résoudre des problèmes de maths du type combien de litres de Morito seront nécessaires pour remplir 28 verres à moitié plein, sachant que le train de Marseille arrive à 12h52 et que le citron vert coûte 80 centimes. Bon, franchement... Vous auriez envie, vous je le fais peut-être. Vous auriez envie, franchement, vous, après une journée bien chargée, d'être propulsé chaque soir dans le monde fabuleux où les tables de multiplication vous regardent avec mépris et les verbes irréguliers jouent à cache-cache avec votre mémoire? C'est un genre de message subliminal, verbe irrégulier, prof d'anglais. Non, c'est vrai. Pourtant, il faut bien les faire, ces devoirs, Candice. Alors, on a quand même quelques trucs pour mettre les enfants dans les meilleures conditions pour apprendre. Parce qu'il y a il y a quelques gestes qui sauvent quand même. Exactement. Et bien déjà, en ritualisant au maximum. Les rituels, ça rassure et ça structure. Un enfant qui sait qu'il doit commencer par exemple à 17h15 tous les jours aura beaucoup plus de facilité à s'y mettre qu'un enfant qui change d'horaire tous les jours. Autre petit rituel que je vous propose qui marche super bien, surtout pour motiver en fait les plus jeunes. Alors on peut par exemple leur enfiler un bandeau de ninja pour faire face à l'adversité ou utiliser, je sais pas, la baguette magique de la fée des maths par exemple pour se donner du courage. En gros, avec de l'imagination, tout est possible et surtout c'est beaucoup plus ludique. Et le jeu, ça motive quoi. Oui, ça motive. Et puis, alors par exemple, je vous donne un autre jeu. Vous avez tous déjà joué à la maîtresse. Tous les soirs. Forcément. Tous les soirs. Eh bien, cette fois-ci, on va inverser en fait les rôles et jouer le rôle de l'élève. Mais attention, celui qui fait des erreurs, celui qui ne comprend rien. Et l'idée, c'est que notre enfant va devenir le prof qui va devoir reformuler, qui va devoir nous corriger. Et donc, forcément, plus c'est gros, plus c'est drôle. Et plus ça fonctionne. Comment motiver quand même un enfant qui parfois se décourage et qui rencontre de vraies difficultés? Parce que là, ce que vous nous racontez là, ça marche comme avec des enfants raisonnablement prêts à y aller. Oui, quoi. Il faut vraiment faire cette différence entre un enfant qui a simplement la flemme de faire ses devoirs et un enfant qui n'a pas envie de les faire parce qu'il manque de confiance en lui et qu'il est face à des, effectivement, à des difficultés. Donc, pour ces enfants-là, en fait, on va célébrer avec eux chaque petite victoire. Même si c'est juste de savoir écrire son prénom correctement sur une feuille. Mais bon, attention, hein, il ne s'agit pas de dire « Mais mon chéri, c'est magnifique !» et qui fait 2 traits verts sur une feuille. Bon. Exactement. On valorise l'effort, le dépassement de soi. C'est ça qui va leur donner finalement confiance en eux. Parce que, et on en parlait la semaine dernière avec Franck Ramu, qui est un spécialiste de psychologie cognitive, c'est extrêmement compliqué de donner confiance à des enfants si on n'arrête pas de mettre le doigt et le stylo rouge sur ce qui ne va pas. Exactement, d'autant que nous sommes tous construits en fait par un biais de négativité. C'est-à-dire que notre cerveau se focalise davantage sur ce qui est négatif plutôt que ce qui est positif. En gros, pour la faire courte, il faut 5 compliments pour compenser une critique. Ouais, ça fait beaucoup. Hein. Et donc, ce biais de négativité, en fait, il se renforce encore plus à travers le système scolaire, puisqu'il est d'usage que les profs soulignent évidemment au stylo rouge leurs erreurs. Et comme le cerveau enregistre davantage ce qui est mis en évidence, eh bien l'enfant, il va se concentrer sur... c'est la double peine d'une certaine manière. Exactement. Mais bon, on corrige quand même les fautes. Évidemment qu'on les corrige. Par contre, ce qu'il faut éviter absolument, c'est tout ce On n'humilie pas, quoi. C'est de diaboliser l'erreur. C'est ça. C'est-à-dire que si vous râlez, vous faites des phrases du type « Non mais sérieux, t'y arrives pas ? Même ton frère de 8 ans, il saurait le faire !» T'es nul. Bon, là, ça marche pas très bien tout ça. On a le grand chelem, c'est-à-dire qu'on va dévaloriser l'enfant et il va avoir un sentiment de médiocrité. Et en plus de ça, on va amoindrir la valeur de l'erreur. Or, l'erreur, elle a une grande valeur. C'est parce qu'on se trompe qu'on progresse. Et donc, c'est ça qu'on valorise. C'est l'apprentissage par l'erreur. Petit mantra à mettre sur vos frigos. Quand on se plante, on pousse. Donc, on valorise l'erreur et on la valorise aussi grâce aux réussites. Exactement, on la valorise grâce aux réussites. Par exemple, si on entoure au stylo vert ce qui est réalisé avec succès, eh bien, on déclenche des émotions de joie et de fierté chez l'enfant. Et son subconscient, au lieu de se focaliser sur ce qui n'est pas acquis, eh bien, va lui rappeler ce qui est correct. Souvenez-vous, 5 compliments. Une
critique. Donc, pourquoi en vert? Eh bien, parce que le vert a un symbolisme positif dans l'inconscient collectif. Par exemple, on traverse tous au feu vert, alors que le rouge, non, pas William. alors que le rouge symbolise la sanction et le stop. Bref, voilà, vous savez tout. Maintenant, à vous les révisions sur les fleuves, les mérovingiens, l'accord des participes passés et les conversions. Et puis moi, je vous laisse, parce que j'ai un contrôle sur les verbes irréguliers demain et je suis pas du tout prête. Vous avez un bol de dingue, il reste 15 secondes, j'ai même pas le temps de vous faire une interro. J'avais tapé sur Google verbes irréguliers les plus rares et les plus difficiles. Candice, merci beaucoup. Un mot pour dire bon conseil quand même. Oui, non, excellent conseil. Super, et excellente lecture, plus beau métier du monde, le livre de William Lafleur. C'est pas un livre pour les profs, j'ai dit qu'il y avait 2000 profs qui parlaient dedans, mais c'est vraiment un livre grand public pour tout le monde. Merci de nous avoir rendu visite, merci Candice, merci à toute l'équipe. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée en régie par Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Ulysse Touré pour la réalisation. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur des réseaux sociaux.